Merci à vous. Et puis je voudrais, en introduction aussi, remercier Françoise et Alain, dont le travail d'animation et de coordination du groupe nous permet de délivrer maintenant à la profession un document qui compile, qui compile beaucoup d'approches de différentes disciplines sur lesquelles on avait une vision plus ou moins claire et des fois plutôt moins claire qu'exacte, qui synthétise pas mal de choses, qui fait aussi des choix d'ingénieurs et qui emporte la responsabilité et qui enfin délivre un support assez pédagogique grâce au dessin de Marc en particulier, qui est, je trouve, un très bon support de communication entre disciplines, de formation et de formation interne. La preuve de son efficacité, c'est que le document précédent sur les fondations d'éoliennes fixes est régulièrement réutilisé par des bureaux d'études européens, ce qui montre aussi qu'une telle synthèse est nécessaire et très utile à la profession. Merci. Je voudrais dire aussi que on parle bien en tête un petit peu des éoliennes flottantes. Le marché n'est pas là encore. Il y a un marché potentiel qui se développe, il y a des projets. On va inaugurer prochainement un premier projet démonstrateur en France. La prochaine étape, c'est de passer sur des projets industriels. Il y a des appels d'offres, il y a des offres, on attend une attribution. Mais il faut encore un gros effort d'optimisation et d'optimisation du projet d'un point de vue technique, d'un point de vue technique et financier, pour que les développements qu'a présenté Denis tout à l'heure se concrétisent dans les années à venir. On a parlé de l'éolien offshore fixe, l'éolien offshore fixe qui est une industrie, dirons, presque mature actuellement. Et on a aussi parlé d'un trou d'air, ce que j'appellerais plutôt une pause de consolidation. Après quelques années de développement, les différents intervenants, en particulier les contracteurs, on investit sans cesse dans de nouveaux développements, dans de nouveaux assets d'installation pour les turbiniers, dans des turbines de plus en plus grandes, avec une espèce de course au gigantisme sur les turbines. Maintenant, il faut se poser. On veut rentrer dans le marge, on veut amortir les investissements qui ont été faits. Il le signifie aux différentes utilities. Le problème, c'est qu'on assiste à le développement d'une filière énergétique. C'est un des premiers développements de filière énergétique qui se fait par appel d'offres successifs. Le développement du secteur pétrolier gazé n'est pas fait dans ses débuts par appel d'offres, le développement du nucléaire encore moins. On peut comparer peut-être avec le développement du photovoltaïque, mais il y a une série d'appels d'offres sur lesquels les autorités étatiques, le CNESET en Angleterre, la Commission de régulation de l'énergie en France, le BSH en Allemagne, font du critère prix un des critères principaux et demandent régulièrement une énergie toujours moins chère, forcément. Donc une tendance à maximiser les designs, serrer les marges, etc. Et là, ce à quoi on assiste aux États-Unis, mais aussi dans certains pays européens, ça a une pause, un moment de reprise de souffle du marché qui dit on va lever le crayon quelques mois sur des projets. On a des contracteurs qui augmentent leur prix parce qu'ils veulent rentrer dans leur marge, amortir l'argent qu'ils ont investi. Et peut-être que la pente décroissante des coûts d'énergie, faut la stabiliser un peu pour que chacun puisse vivre dans la filière. Ça, c'est l'éolien offshore fixe. L'éolien offshore flottant, on est encore en train de chercher des combinaisons. Vous avez vu les différents types de flotteurs qui existent, les différents types de mooring line, les chaînes, les polyamides, les polyesters, les différentes combinaisons. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Il n'y a certainement pas de formule magique. Il y a des formules qui sont plus ou moins adaptées à un site. Et pour les doctorants qui sont dans la salle, que ce soit en éolien fixe ou en éolien flottant, on a surtout besoin de vos idées, de vos travails, de vos contributions à l'amélioration de
de l'état de l'art pour que ces marchés deviennent une réalité et qu'on puisse pérenniser en France et plus largement en Europe, de vrais pôles de l'éolien offshore en général. Merci. Je vais rentrer plus spécifiquement sur la partie des investigations de sol. Maintenant, j'ai déjà passé 3 slides. Le pourquoi alors. Excusez les diapos en anglais, comme le document était en anglais, je trouvais que c'était plus simple. Le propos des reconnaissances, une vision sur les outils d'investigation. Ceux qui connaissent l'éolien fixe retrouveront beaucoup de choses. Il y a quelques outils en plus sur lesquels je vais m'attarder. Les besoins d'intégration géologique et géotechnique, sur lesquels il est toujours utile de citer les différentes phases et les différentes étapes. Et là aussi, le document du CFMS amène une clarté qui est bienvenue. Un retour sur les plannings d'investigation, le contenu, et on va s'attarder un peu sur les challenges de l'investigation pour les projets éoliens flottants, en particulier lorsqu'on va vouloir gagner en profondeur dans l'éolien flottant. Bon, les propos de la reconnaissance de sol, c'est en éolien flottant principalement sur l'ancre, donc capacité ultime, dégradation cyclique, les déplacements, mais dans les déplacements principalement pour s'assurer du maintien dans le temps de la capacité. Les réactions de sol pour le dimensionnement de l'ancre et les calculs de pénétration et d'installation. Voilà. Un mot sur quelque chose qui n'a pas été abordé dans le détail dans les recommandations, mais qui est quand même important, c'est les calculs de résistance, et de géométrie de la chaîne. Parce qu'on voit que la chaîne acquiert une certaine géométrie dans le sol. Cette géométrie peut changer sur des efforts importants liés aux tempêtes et induire des besoins de redimensionnement, de retensionnage des chaînes, des ancrages. Quelques points liés aux conditions de site de manière générale, tout ce qui est rupture de pente, stabilité et rupture de pente, affouillement et, suivant les sites, analyse de liquéfaction. Voilà, j'ai gardé pour mémoire une partie ensouillement de câbles. C'est principalement vrai pour la ligne d'export, les câbles interéoliennes étant le plus souvent dynamiques, donc non concernés par l'ensouillement. Bon, je ne vais pas redétailler les paramètres additionnels qui sont présentés dans le document. Sur la partie outils, on trouve les outils, je dirais, classiques de cartographie du fond et de cartographie du sous-sol par des moyens géophysiques. On verra plus tard comment ils peuvent être affectés par la profondeur d'eau. Les outils d'investigation in situ, en particulier un petit peu des outils de référence en géotechnique offshore qui est le CPT, dont on va essayer d'utiliser au maximum la version à bâti de fond, le CIPET CPT en jaune au milieu sur la figure. Et les variantes CPT fond, trou en forage, mais aussi, et ça c'est des outils qui sont propres aux argiles mous, donc en particulier aux conditions d'ancrage qu'on va retrouver sur certains projets d'éolien flottant. La parenté, le T-bar qu'on peut utiliser en pénétration pure ou en faisant des cycles. Sa variante, le malpropre, qui vont aussi apporter des paramètres complémentaires de caractérisation, en particulier pour
les encrasutions. Les dilatovins, les outils basés sur la qualité d'expansion, sur l'expansion de qualité de type pressiomètre ou high pressure diatometer, je les ai recités. Honnêtement, ils sont moins utiles pour des calculs d'ancrage que pour de la caractérisation de sol pour éolien offshore fixe. Après, tous les outils de prélèvement de fond, comme souvent, la caractérisation géotechnique repose sur une combinaison d'essais in situ et d'essais de laboratoire sur prélèvement. Quand on a des sols mous, on va essayer de maximiser l'utilisation de pistons de corps qui ont un rendement un petit peu intéressant, qui sont limités à 10, 15, 20 mètres en profondeur, mais qui peuvent bien répondre à des problématiques d'ancrage, disons, superficielles, à la caractérisation des premiers mètres de sol pour les pieux. Et après, on a tous les outils de carottage et de prélèvement basés sur du forage, soit du forage traditionnel depuis, en général, un bateau lui-même positionné en positionnement dynamique, soit des outils de forage à bâti de fond, ici bedré. J'ai souligné. En termes d'essais de laboratoire, au-delà de ce qui se fait pour l'éolien fixe, on va aussi avoir des essais de thixotropie, en particulier pour les encrasutions, et aussi développer des essais d'interface, que ce soit pour des pieux forêts cimentés dans du rocher, mais également pour des pieux battus dans des sols. Pardon, c'était celui-là. Sur la partie élaboration du modèle de sol, on reste très similaire à l'approche qui avait été élaborée en éolien fixe, en partant d'un modèle géologique initial qui présente la stratigraphie anticipée sur le site, à partir de sources, en général des sources publiques, des profils sismiques acquis à l'occasion de campagnes scientifiques, des cartes géologiques, éventuellement de certains puits existants. Sur les sites plutôt nord-européens, on a régulièrement l'opportunité d'avoir d'autres sites éoliens à proximité qui peuvent eux-mêmes renseigner ce à quoi on peut s'attendre sur le site. Ce premier modèle est fait à partir de documentation, c'est un travail sur table, desktop study en anglais, généralement utile dans une phase de pré-screening, d'une revue préliminaire des principes, voire de première dimension de fondation, et dans un cadre concurrentiel de réponse à un appel d'offres. Lorsqu'on fait de premières reconnaissances sur site, en particulier lorsqu'on dispose d'une première sismique, on peut établir un modèle sismostratigraphique. À ce stade, on ne dispose généralement pas de mesures de vitesse sismique, donc c'est donc un modèle qui est basé sur des hypothèses. Si on dispose de quelques sondages géotechniques, on peut caler en quelques points ce modèle sur le site. Sinon, ça sera fait à l'étape suivante. L'étape suivante, ce qui a été appelé dans la recommandation modèle géologique de site, intègre une part significative de sondage géotechnique et donc un modèle de vitesse, idéalement fait avec des mesures de vitesse sismique in situ, PS Suspension Logging ou Downhole Logging Checkshot. Une caractérisation de la lithographie des couches basée sur
sur la description d'échantillons, et un premier établissement de province de sol et de paramètres géotechniques. À ce stade, on est sur des paramètres géotechniques principaux pour un dimensionnement niveau conceptuel ou niveau basique. Enfin, il y a la reconnaissance géotechnique détaillée, on verra grâce au scope, qui permet d'affiner le modèle géologique en prenant en compte des différences de propriétés mécaniques au sein d'une même unité, géologique, ou inversement de rassembler certaines couches sismiques, certaines couches séparées par des interfaces sismiques qui présentent des paramètres géomécaniques similaires. Ce modèle géotechnique, on le peuple de paramètres de sol de façon à après dérouler un design détaillé d'ancrage. Et on le complète avec des paramètres géotechniques relativement détaillés. C'est là où on va aborder le ratio de consolidation ou les modules. Sur les différentes phases d'investigation, j'arrive déjà au bout du temps, sur les différentes phases d'investigation, il faut garder en tête que le développement d'un projet éolien, c'est 6 à 8 ans. Peut-être 3 ans actuellement en Chine, je ne sais pas trop comment ils font. En Europe occidentale, c'est plutôt au minimum 6 ans. Donc, par rapport au prévisionnel que vous a montré Denis ce matin, gardez en tête que les spécialistes géosciences, ils vont intervenir 8 ans plus tôt. On travaille actuellement sur des projets dont la réalisation est prévue aux alentours de 2030-2032. Voilà. Différentes phases de projet. À chacune, on a associé un niveau un petit peu de design. Forcément, la partie caractérisation de site, ça commence en pré-projet. Ça se développe de manière forte durant les premières et deuxième phases de projet, et ça diminue en installation. On n'a plus qu'un suivi à faire, voire une instrumentation, avec en opération essentiellement des spécialistes en hydrographie qui restent impliqués, typiquement pour du suivi d'affouillement ou de l'émergence de câbles sur des sites dunaires. Sur le petit schéma à droite, on a recalé les différentes phases d'élaboration du modèle de site qui accompagne le développement du projet, avec une proposition de phasage de campagne. Voilà. Sachant que en France, durant un certain temps, on a répondu à des appels d'offres sur des bases bibliographiques. Maintenant, la DGEC met à disposition des soumissionnaires deux premiers résultats géophysiques et géotechniques qui permettent d'élaborer un premier modèle sismo-stratigraphique. Sur le contenu des investigations, je ne vais pas avoir le temps de détailler. On peut avoir une approche avec un levé géophysique ou deux levées géophysiques. Avec deux levées géophysiques, le deuxième et un raffinement du premier, où on va réduire les distances entre lignes pour préciser le modèle. On va aussi chercher à améliorer l'optimisation et les réglages sismiques. Par contre, on trouve quasi systématiquement au moins deux campagnes géotechniques, une préliminaire qui couvre certains emplacements, typiquement un ou deux emplacements par province de site, et une deuxième campagne plus détaillée une fois que le type d'encre a été choisi, avec un programme de campagne adapté au type d'encre. Il y a quelques exemples ici. Au final, on a besoin d'au moins un CPT par position d'encre. Et
un certain nombre de forages. On en recommande un par groupe d'encre ou plusieurs par province de sites. Il y a cette notion de groupe d'encre qui a été introduite, qui désigne plus spécifiquement des groupes de design similaires ou des zones similaires. Les profondeurs de pénétration dépendent bien sûr du type d'encre qui est envisagé, en prenant en compte une certaine marge pour l'adaptation au design final. Je sais pas ce qu'il reste. Les challenges, principalement liés à la profondeur d'eau. Les projets éoliens flottants actuels sont pour la plupart dans des profondeurs d'eau inférieures à 200 mètres, ce qui fait que les méthodes de caractérisation et les outils de caractérisation sismique et géotechnique mis en œuvre dans le domaine pétrolier et dans l'éolien offshore fixe satisfont globalement la demande. Au-delà d'une certaine profondeur, que j'ai fixée à 200 mètres, on peut en discuter, se posent des questions de résolution des moyens d'insonification du fond marin par sonar multifaisceau, par sondeur multifaisceau. Se posent des problèmes également de résolution pour tout ce qui est image de sonar, à moins d'apprendre à piloter un poisson profond, ce qu'on appelle du deep fish, ou de passer sur des robots autonomes de type AUV. On change de moyens, on résout les problèmes liés à la résolution d'acquisition, on en crée d'autres liés principalement au positionnement du poisson et au contrôle de positionnement du poisson. Il y a la question géohazard. Plus on va loin sur la pente continentale, plus on va être exposé à des géohazards de type rupture de pente ou reprofilage de canyon. Et plus on va loin, plus le prélèvement va devenir compliqué. Donc, les contracteurs savent faire des forages jusqu'à 800 000 mètres d'eau, voire même plus loin. Par contre, c'est des temps de déploiement beaucoup plus importants. C'est des coûts beaucoup plus importants aussi. Il y a des sondeuses à bâti de fond qui sont en développement avec des commandes plus ou moins automatisées. Ça reste des équipements qui sont assez lourds à mobiliser. Donc, il va falloir réfléchir à améliorer la combinaison entre essai in situ et prélèvement, surtout si on va aller relativement profond avec des pieux qui peuvent faire 30, 40, 50 mètres de profondeur si on est né sur des sols mous. Voilà. Donc, les réponses techniques existent, mais les réponses techniques ne sont pas forcément généralisables à tous les points d'ancrage parce qu'on a aussi une contrainte économique sur l'enveloppe dédiée à la caractérisation de sites. Voilà. Un autre point important en éolien flottant, c'est la multiplicité des variantes de disposition d'encre sur le site. On avait déjà à faire des variantes de disposition des éoliennes sur le fixe, mais pour une même éolienne, on peut avoir aussi plusieurs variantes d'ancrage, ce qui fait que le layout final, la disposition finale des encres, n'est connue que très tardivement dans le projet. Et ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Comme on a besoin de faire une reconnaissance, au moins un CPT à chaque position d'encre, on va retarder au maximum la campagne détaillée, donc avoir un temps limité pour l'utiliser et en particulier pour faire les essais de laboratoire, l'intégration sur des paramètres de sol, etc. On est sur des sols qui sont plus sensibles, qui sont souvent moins consolidés et plus difficiles à prélever sans perturbation. Et enfin, on a parlé de la géométrie de chaîne. Les géométries de chaîne dans le sol sont très sensibles aux couches qu'elles rencontrent sur les premières 10 ou vingtaine de mètres, y compris à des couches relativement fines. Donc une couche qui est fine, qui va avoir quasiment peu d'influence sur un pieu, peut avoir une influence significative sur la géométrie
de la chaîne et donc sur le déplacement de la chaîne lorsqu'elle est soumise à des contraintes fortes du style tempête. Voilà, et la question du partage d'encre et des chargements multidirectionnels qui n'est pas abordé, qui n'est pas développé dans les recommandations, mais qui est un sujet sur lequel beaucoup de monde réfléchit et qu'il faudra prochainement aussi normaliser pour voir un petit peu où on va. Je crois que c'est la dernière slide et je vous remercie.